Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Finance et patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'ingénieur patrimonial et traiter le sujet comment bien accompagner son client en tant qu'ingénieur patrimonial. Et pour ce faire, j'ai une spécialiste de la question aujourd'hui, Sigourney Gendre, mon invitée. Bonjour Sigourney. Bonjour Olivier. Bonjour, ensemble nous allons parler de la dimension du conseil du métier d'ingénieur patrimonial. Mais avant tout, je te laisse te présenter et nous dire ce qui te fait te lever ce matin et d'où tu puisses ton énergie. Donc merci pour cette invitation Olivier à participer à ton podcast. Donc je m'appelle Sigourney, je suis la fondatrice d'Apollux Patrimoine qui est un cabinet d'ingénierie patrimoniale. Moi j'ai débuté mon parcours en 2015, je suis titulaire d'un master 2 en finance et gestion de patrimoine. J'ai travaillé pendant 3 ans dans un family office et ensuite j'ai travaillé pendant 3 ans dans un cabinet de marchand de biens, ce qui m'a amené à fonder Apollux Patrimoine en 2021 pour pouvoir apporter une expertise à 360 degrés à la fois sur le métier du conseil mais également sur la création de patrimoine immobilier sur mesure. D'accord, donc c'est un métier justement qui est peu connu du grand public, et donc c'est l'occasion dans cette émission de le décrypter, de le détailler. Alors, ma première question, elle est, comment sait-on qu'on a besoin d'un ingénieur patrimonial ? Alors, on a besoin d'un ingénieur patrimonial dès qu'on a un projet, que ce soit un projet de société, que ce soit un projet de transmission, que ce soit un projet patrimonial à proprement parler et qu'on se pose la question. Il y a tout un tas d'informations sur Internet, il y a tout un tas d'informations qu'on récupère auprès des copains, auprès des collègues, etc. Moi, je pense que la meilleure façon de se renseigner, c'est de solliciter un expert. Donc, à partir du moment où on se pose la question sur un de ces sujets-là, c'est qu'on a besoin d'avoir un conseil et qu'on a besoin d'avoir l'œil d'un expert. D'accord, et donc quand on vient te voir, donc avec ce besoin-là, à quoi faut-il s'attendre exactement ? Alors, ce dont il faut s'attendre, c'est que effectivement, le rôle de l'ingénieur patrimonial, c'est vraiment de comprendre le besoin de son client. C'est de comprendre pourquoi aujourd'hui le client est là en face de nous, quel est son réel besoin et quels sont ses objectifs et ses enjeux. Donc, nous, on va accompagner le client de toute cette partie audit jusqu'à la partie proposition de solutions et mise en place des préconisations. Donc, il va y avoir un réel panel de solutions, si je puis dire. On va essayer de proposer aux clients les meilleures solutions possibles. Et si tu veux, moi, j'explique toujours à mes clients qu'il y a cette technique de l'entonnoir qu'on voit un petit peu partout, mais qui, en tout cas, qui prend tout son sens dans ce métier d'ingénieur patrimonial. Puisque l'idée, c'est de partir vraiment du besoin du client et lui dire voilà les solutions, voilà la meilleure solution, voici les avantages, voici les inconvénients. Ce que le client doit s'attendre, c'est vraiment un accompagnement personnalisé, un accompagnement dédié en fonction de ce besoin-là. Et puis j'imagine un petit peu comme tous les conseillers financiers privés, dans la durée, c'est de l'accompagnement qui Tout à dure fait. tout le long du projet et puis jusqu'à la fin. J'imagine que c'est pareil pour les ingénieurs patrimoniaux. Bien sûr, tout à fait. Alors, j'imagine que chaque cabinet a sa propre manière de travailler. Nous, par exemple, à titre d'information, ce qu'on propose aux clients, c'est un accompagnement d'une durée de 1 an. Pourquoi ? Parce que entre le moment où on entre en relation, le moment où on va échanger, le moment où on va récolter les informations, les besoins, nous travailler dessus et ensuite avoir plusieurs échanges avec le client jusqu'à la proposition finale, c'est à peu près ce qu'on estime en termes de temps. Donc, nous, ce qu'on propose, il n'y a pas de notion horaire, mais il y a cette notion de 1 an. D'accord. Donc si on prend, est-ce que tu aurais un exemple d'un cas client, bon sans citer de nom évidemment, c'est confidentiel, assez classique, quelqu'un qui vient te voir avec un projet plutôt orienté immobilier, un petit peu comment ça se passe dans le temps, les différentes étapes, est-ce que tu peux nous les décrire
Bien sûr. Bah, le client, type, on va dire, c'est monsieur, et madame qui ont, 55 ans, qui sont mariés, qui commencent à penser, à s'approcher de plus en plus de la retraite. Les enfants commencent à grandir et à prendre leur envol, ils commencent à travailler et donc là, il y a un réelle vocation de se dire: «Bon, bah, on va faire un projet commun avec nos enfants». L'idée, c'est de nous de pouvoir nous protéger pour la retraite, avoir des compléments de revenus pour la retraite et de se dire que bon bah voilà, on commence à anticiper la transmission au profit de nos enfants. Donc comment on va pouvoir mettre en place tout ça? Est-ce que on va faire ça en nom propre? Est-ce que on va solliciter une SARL de famille, une SCI? Il y a tout cet aspect fiscal à étudier. Il y a l'aspect aussi IFI. Est-ce que c'est des clients qui sont sujets à l'IFI ou pas? Il y a la notion de démembrement de propriété. Donc voilà, ça c'est vraiment un cas qu'on a fréquemment sur vraiment la vocation de transmettre naturellement à moindre coût et puis de protéger à la fois les futurs revenus et évidemment aussi en cas de décès de monsieur ou madame de pouvoir faire par exemple ce qu'on appelle une reversion d'usufruit qui permettra au conjoint survivant de bénéficier de 100% de l'usufruit. Donc voilà, ça c'est des cas qui sont assez classiques on va dire. Donc l'idée vraiment, c'est de mettre en place une structure, donc soit via des sociétés, soit via voilà, des Tout à systèmes de fait, holding aussi, ce genre de choses. exactement. Évidemment, ça dépend vraiment de la situation de ton client. Hein. Là, c'est du Bien sur-mesure, sûr, j'imagine, c'est du euh, sur-mesure. et qui permet donc d'aller vers les projets de vie, je Tout dirais, à fait. familiaux et personnels de tes clients. Exactement, c'est tout à fait ça, Olivier. D'accord, mais j'ai beaucoup mieux cerné maintenant ce que c'est que ce métier. Donc, qu'est-ce que les clients apprécient lorsqu'ils sont accompagnés par un professionnel tel que toi? Ce qu'apprécient les clients, c'est vraiment le client quand il sollicite un ingénieur patrimonial, il a vraiment besoin de comprendre la plus-value qu'on va lui apporter. Lors de l'entrée en relation qu'on a avec nos clients, une des premières questions qu'ils nous posent, c'est OK, vous nous proposez un devis de temps, mais à quel moment je vais savoir que ce devis-là va être amorti ou va être rentabilisé? Ce que les clients perçoivent, on va dire, directement, c'est la plus-value du conseil. C'est de se dire que alors, bien sûr, l'erreur est humaine. On essaye d'en faire le moins possible. Mais enfin, l'idée, c'est qu'ils se disent, bon, bah voilà, j'ai recours à un professionnel. Je sais que le conseil va être 100% approprié à ce dont j'ai besoin. On travaille, alors je dis on, c'est les ingénieurs patrimoniaux, avec les métiers du conseil, avec les avocats fiscalistes, avec les notaires, avec les experts comptables, pour vraiment pouvoir apporter un conseil dans sa globalité et être sûr justement de ce qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Donc, les clients sont, on va dire, relativement sereins pour aborder, en tout cas, les solutions qui sont proposées. Oui, parce que forcément, elle donne du sens. Une fois qu'on a compris les Exactement, mécanismes que tu expliques, voilà, le tout à mécanisme de fait. démembrement, tout ça, c'est des mécanismes assez compliqués, mais une fois expliqué par un professionnel et adapté à son cas, je pense qu'on y voit l'intérêt, souvent pour la fiscalité d'ailleurs, hein, mais Ben pas oui, tout que, à fait. Tout à fait. aussi Puis pour de la protection. bien sûr, puis ils sont en confiance justement pour mettre en application ces solutions-là. Alors je vais te donner un exemple de client qui en tout cas ne l'a pas fait. On a quelques clients qui ont créé des sociétés civiles à l'impôt sur le revenu et qui font dedans du Airbnb. Ça, c'est tout à fait interdit, ça ne passe pas du tout. Donc, ils ont fait les choses parce qu'ils ont entendu ça auprès d'un cousin, des copains, un dîner, etc. Ils ont fait les choses tout seuls, puis ensuite ils viennent nous voir en nous disant bon bah je crois que je suis un petit peu en dehors des clous, sauf que de revenir en arrière, bah ça coûte souvent plus cher que de payer des honoraires de conseil dans les prémices du projet. Voilà. Tout à Donc ça fait, c'est ouais. un peu dommage de se tromper et d'ensuite revenir en arrière. Voilà, ça peut coûter très cher. Alors j'avais la question de quel résultat peut-on espérer qui me vient en tête et plutôt comment on peut mesurer les résultats et de son investissement auprès d'un ingénieur patrimonial. Est-ce que c'est mesurable? Oui, tout à fait, c'est mesurable et c'est d'ailleurs ce que je mets beaucoup, en tout cas ce que j'essaye de mettre en avant lors de nos lettres de stratégie, c'est de dire voilà, si vous ne faites rien, voilà ce que ça va coûter à vos enfants. Alors, je continue dans la prolongation de la transmission patrimoniale, par exemple, de l'immobilier. Si vous ne faites rien, voilà ce que ça coûte à vos enfants lorsque vous ne serez plus là.
Oui. Si, par exemple, également, on n'optimise pas, on est en revenu foncier, qu'on a une TMI à 45% plus les prélèvements sociaux, si vous ne faites rien, si vous n'optimisez pas tout ça, voilà ce que ça va vous coûter. Voilà, nous, les solutions qu'on vous propose. Voilà votre gain. Donc, c'est là où le client a réellement besoin de savoir et de comprendre quel va être son gain et effectivement ce qu'on lui a permis d'optimiser. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On découvre ce métier peu connu. On connaît beaucoup plus le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Alors il y a des recouvrements avec ces deux métiers ou est-ce qu'ils sont vraiment disjoints? Et en fait, quelles sont les différences? Alors, c'est vrai que la notion d'ingénieur patrimonial est relativement inconnue. C'est un terme qu'on n'emploie pas vraiment. Il y a souvent la confusion entre l'ingénieur patrimonial et le conseiller en gestion de patrimoine. Je pense que pour les clients, c'est à peu près la même chose. L'ingénieur patrimonial, lui, a vraiment une compétence juridique et fiscale. Il a ce qu'on appelle la CJA, la compétence juridique appropriée. La compétence juridique appropriée, l'ingénieur patrimonial l'obtient soit par un diplôme de notaire ou un diplôme en gestion de patrimoine de niveau master, soit après 7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine lié à la fiscalité et du droit patrimonial. Donc ça, c'est les deux options qui sont possibles pour avoir la CJA. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ingénieur patrimonial, lui, va vraiment axer sa solution, sa proposition sur du conseil juridique, fiscal, patrimonial. Le conseiller en gestion de patrimoine, lui, va être davantage sur le conseil de produits. Produits, quand j'entends produits, ça va être des produits d'assurance, des produits des SCPI, des produits immobiliers. On va moins avoir toute cette notion d'optimisation patrimoniale, mais plus la notion de produit. C'est là où on voit la différence. D'accord. Alors, je connais des conseillers en gestion de patrimoine qui ont aussi la compétence d'ingénieur patrimonial. Donc, ils ont toi aussi, d'ailleurs, je pense que tu as la double Tout à fait. compétence. Tout à Voilà. fait. Et effectivement, du point de vue du public, ils sont plutôt CGP, conseillers en gestion de patrimoine, Tout à fait. mais ils offrent ces services d'ingénieurs patrimoniaux parce qu'ils ont un diplôme et ils font payer des honoraires Bien là-dessus, sûr. forcément. Est-ce qu'il y a des ingénieurs patrimoniaux qui font que ça, qui sont carrément voilà, sur Tout à le... fait. Bien sûr, D'accord. il y a des ingénieurs patrimoniaux qui ne font que ça. Alors nous, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Il y a beaucoup d'experts comptables qui sous-traitent leurs études auprès d'Apollux Patrimoine. Donc, on s'occupe de rédiger les études et, alors, bien sûr, c'est fait de manière tout à fait anonyme parce que eux ont un trop gros flux, que l'expert comptable a peut-être quelques compétences en moins, en tout cas sur tout ce qui est patrimonial, optimisation de la transmission, etc., qu'un ingénieur patrimonial. Donc, pour avoir une compétence globale, il y a des cabinets comptables qui sous-traitent. Et en l'occurrence, nous, beaucoup de cabinets d'expertise comptable ont recours à Apollux Patrimoine pour sous-traiter leurs études. Mais il y a des cabinets qui font ça directement auprès de leurs clients, qui ne font que de l'ingénierie patrimoniale, bien sûr. D'accord. Alors, l'ingénieur patrimonial, est-ce qu'il va il s'arrête au conseil ou il va jusqu'à créer, par exemple, on parlait de création de société, est-ce qu'il a les compétences d'un service juridique pour créer les sociétés pour son client également? Bien sûr, s'il a la CJA, il peut tout à fait créer les statuts, les enregistrer, tout à fait. La chose qu'il ne peut pas faire, c'est de la comptabilité à proprement parler, puisque l'ingénieur patrimonial n'est pas expert comptable et n'est donc pas du tout habilité à faire des bilans de société. Hein. D'accord, d'accord, très bien. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres exemples de clients qui sont venus vers toi, des exemples caractéristiques hein, à nous partager? Oui, oui, oui. Bah alors, nous, c'est vrai qu'au cabinet, on a pas mal de profils différents. On a des jeunes actifs qui ont 27, 28 ans, qui commencent vraiment à vouloir développer leur patrimoine. Donc là, on va être davantage, pour revenir sur la notion de conseiller en gestion de patrimoine, on va être davantage sur du conseil en gestion de patrimoine parce que c'est des clients qui commencent
à s'intéresser à ça. Donc, bah, la base, ça va être l'assurance vie, ça va être un PEA, ça va, en fonction de son profil naturellement, ça va être un petit peu de SCPI s'il a bien conscience que, bah voilà, il y a quand même une durée recommandée de 8 à 10 ans. Donc ça, on va dire, c'est la première typologie de client qui va avoir recours uniquement à cette partie conseiller en gestion de patrimoine. Après, on a des clients avec des cas beaucoup plus complexes, qui sont des familles qui, comme je te l'expliquais tout à l'heure, bah voilà, ont vraiment une vocation à transmettre leur patrimoine auprès de leurs enfants. Soit ils sont chefs d'entreprise, soit ils sont salariés. Donc, il y a parfois des solutions d'optimisation de la trésorerie. Il y a parfois des créations de holding qui sont judicieuses. Donc, tout ça, c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours, c'est complètement varié et il n'y a jamais, vraiment jamais les mêmes cas. Même si on peut se dire, bon, je refais de la transmission, etc. Il y a toujours des différences. Il y a des enfants d'un premier lit, des enfants d'un second lit, des remariages, des PACS, comment on va faire pour protéger le partenaire de PACS. Enfin bon, voilà. Donc, tous les schémas sont vraiment tous très intéressants et ne se ressemblent pas du tout. Alors, faire appel à des services d'ingénieur patrimonial, combien ça coûte exactement? Alors, très bonne question, sur laquelle je vais rester assez vague, puisque je pense que chaque cabinet a son propre barème d'honoraires. Euh, Chez nous, pour un accompagnement de 1 an, faut compter à peu près 1 800 € hors taxe. Alors ça, c'est les prix euh, pour une situation, on va dire, non complexe. Après, naturellement, en fonction de la complexité de la stratégie, le devis, le montant va être différent. Mais voilà, on est à peu près sur des tarifs entre 1 800 et 2 500 € hors taxe pour un accompagnement, avec, comme je te le disais tout à l'heure, des notions horaires illimitées. Donc, c'est-à-dire que le client, s'il faut qu'on le voit 20 fois, on le voit 20 fois. Il y a pas de, voilà. C'est vraiment important que le client comprenne le temps et qu'on soit pas aux pièces pour pas qu'il se sente que voilà, il y a une échéance à respecter. Donc, pour nous, c'est ça. Après, pour mes confrères, j'avoue que là, je ne sais pas. Ça dépend aussi de la complexité des situations. Ça dépend du tarif horaire du cabinet. Ça dépend de tout ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tous les ingénieurs patrimoniaux appliquent un tarif horaire, un forfait, Tout dans le à cadre fait. d'une lettre de mission. Exactement. Ça, je pense que c'est réglementaire d'ailleurs. Tout Et à fait. dans lequel toute la mission est décrite au préalable jusqu'à voilà. Bien Donc sûr. en ce qui concerne Apollux Patrimoine, ton cabinet, donc c'est un forfait généralement d'un accompagnement d'un an qui Tout est à fait. forfaitisé dès le début en fonction de la complexité de la structure familiale ou de la structure du client. Si je Exactement, comprends Olivier. bien. C'est ça. Tu as tout compris. D'accord. Et est-ce que ça, le forfait chez toi, par exemple, est-ce que ça comprend aussi la mise en œuvre, par exemple, bah, quelqu'un qui vient te voir, qui pense qu'il serait judicieux de créer une holding, donc tu vas te lancer dans une étude pour voir si effectivement ce qu'il pense est vrai, et tu vas conseiller dans ce sens ou dans un autre sens, hein. Est-ce Bien que sûr. derrière, tu mets aussi en œuvre par la structure juridique et c'est compris dans ce forfait-là? Alors, non, pas du tout. Ça, c'est vraiment la partie conseil, la partie D'accord. accompagnement. Après, pour la partie mise en place des préconisations, soit les clients ont déjà leur propre notaire, leur propre expert comptable. Dans ce cas-là, on prend attache avec eux pour vérifier que on est bien raccord sur la solution qu'on a proposée à notre client commun. Si c'est des clients qui n'ont pas l'habitude de travailler avec un expert comptable parce que c'est la première fois qu'ils créent une société, nous on travaille en partenariat exclusif avec un cabinet d'expertise comptable à qui on donne justement tous ces projets de statut à faire et on peut suivre du coup l'avancée du dossier. Et ensuite, est-ce il y a besoin de suivre dans le temps la mise en place? Bon, là, tu as parlé d'un accompagnement d'un an qui permet, je pense, de bien se poser, de réfléchir voilà, parce que ça nécessite des réflexions familiales souvent, et Bien donc sûr. de mettre en place les bonnes préconisations après beaucoup de discussions. Mais bon, une structure nouvelle, ça se suit dans le temps. Est-ce que vous continuez derrière? Est-ce que ce sont d'autres forfaits? Comment ça se passe, hein? Oui, tout à fait. Alors là, la première option dont je te parlais, c'est effectivement cette lettre de mission de 1 an. Ensuite, on propose également alors, ce qu'on appelle des forfaits coaching, 5 heures, 10 heures, 15 heures.
Donc le client va prendre ses petites heures ponctuellement dès qu'il le souhaite via notre agenda en ligne. Et ensuite, la troisième solution, c'est de mettre un abonnement mensuel sans engagement qui va permettre au client de pouvoir nous joindre et de pouvoir nous solliciter de manière illimitée. Que ce soit par visio, par email, si, je sais pas, si demain il a un nouveau projet, on va l'étudier ensemble, etc. Donc, il y a effectivement un abonnement mensuel sans engagement qui est proposé à l'issue de cette première étape, tout à fait, au besoin du client si le client ressent le besoin. On a parlé de combien ça coûte. Maintenant, on peut regarder un petit peu l'envers du décor. Comment est-ce que sont rémunérés les ingénieurs patrimoniaux? Du coup, on l'a un petit peu abordé, mais est-ce qu'il y a une différence avec les conseillers en gestion de patrimoine que tu es aussi? Quelles sont les subtilités de rémunération de ces deux professions? Tout à fait. Alors, l'ingénieur patrimonial, effectivement, va être rémunéré uniquement sous forme d'honoraires de conseil qui vont être inscrits dans cette lettre de mission. Quant au conseiller en gestion de patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine peut avoir deux statuts, c'est-à-dire le statut de conseiller non indépendant et de conseiller indépendant. Alors, il y a souvent confusion auprès des clients qui disent « mais je comprends pas parce que vous ne faites pas partie d'un groupe, mais vous me dites que vous êtes non indépendant ». Là, on parle vraiment, on est focus sur les honoraires. Donc, des honoraires indépendants, c'est-à-dire que le cabinet va facturer directement un conseil auprès de son client. Et il ne va pas recevoir de commission ou de rétrocommission de la part de ses partenaires. C'est-à-dire, il facture le conseil, mais par contre, il ne donne pas de solution là. C'est-à-dire que si par exemple le conseil, c'est de dire votre cas nécessite de mettre en place une assurance vie, voilà, Tout à fait. voilà. Là, le conseil dans ce cas-là n'est pas rémunéré pour ça, il ne le fait pas. Et c'est juste du conseil brut. Alors, il peut tout à fait le faire. Il peut tout à fait être le courtier de son client. Il n'y a aucun souci et faire souscrire cette assurance vie. Toutefois, il ne peut pas prendre de frais. Il doit rétrocéder à son client tous les frais qu'il perçoit de la compagnie d'assurance. D'accord ? Donc, les frais, ça peut être donc des frais d'entrée. Tout à fait. Ça peut être aussi des frais de gestion, voilà, des frais d'encours, tout à fait, exactement. Donc là, il est dans l'interdiction formelle de garder ces rétrocessions, ces commissions. Et du coup, les CGP qui pratiquent ce mode de rémunération, est-ce qu'ils vont jusque-là en général? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont jusqu'à la souscription de produits financiers et ensuite la rétrocession? Ou alors, ils s'arrêtent juste au conseil en général? Il y a peu de conseillers en gestion de patrimoine qui ont ce schéma. Alors, je dis pas qu'il y en a pas, hein, je dis que c'est une minorité qui ont ce schéma-là, où Oui. ils prennent des honoraires de conseil et après, en tant que conseiller indépendant. Voilà. Donc, il y en a peu. Te donner un pourcentage, te donner une proportion, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est une pratique qui est pas tout à fait démocratisée, qui ne l'est pas encore, quoi. Voilà. Ça me paraît compliqué aussi. Je n'ai jamais entendu parler, moi non plus, auprès des professionnels. Et je pense que soit le CGP fait que du conseil, et puis donc du coup, le client doit aller chercher des entités tierces pour souscrire. Tout à fait. Voilà. Soit le CGP, il fournit tout, conseil plus produit, et donc voilà, il a une autre mode de rémunération que tu vas nous décrire, je pense. Exactement. Donc, il s'agit de là d'un conseil qu'on appelle non indépendant, où le conseiller en gestion de patrimoine ne facture pas d'honoraires de conseil à son client. Par contre, il va se rémunérer soit par des frais de versement et ou sur les rétrocommissions, sur les frais de gestion, les frais d'encours, etc. Voilà comment va se rémunérer le conseiller en gestion de patrimoine non indépendant. Donc, il est rémunéré par les organismes, finalement. Tout à fait, exactement. Les organismes financiers que le client a choisi, c'est-à-dire sur les conseils du conseiller en gestion de patrimoine. Alors, que le client a choisi, c'est plus que le conseiller en gestion de patrimoine a proposé à son client. Donc, le conseiller en gestion de patrimoine doit proposer 2-3 solutions systématiquement, 2-3 produits systématiquement, en énumérant les avantages, les inconvénients. Et c'est là-dessus, une fois que le client a fait son choix, c'est là-dessus que le conseiller en gestion de patrimoine sera rémunéré par le partenaire. Alors,
Je suis toujours un peu gêné par cette qualification d'indépendant et de non indépendant. Je sais qu'il y a un peu une polémique au sein de Mmh. la profession d'ailleurs. Tout à fait. Parce que comment on fait la différence avec un conseiller, par exemple, en banque, qui, lui, entre guillemets, va proposer des produits financiers uniquement de sa banque. Oui, Euh, et il me semble que quand même le conseiller financier privé, lui, il a beaucoup plus de choix tout à fait. plus de cordes à son arc en termes de produits, Bien sûr. puisqu'il peut travailler avec beaucoup d'organismes en même temps, donc il peut proposer l'organisme financier le plus avantageux pour son client, tout en ayant voilà, un mode de rémunération identique. Exactement. Donc finalement, il me semblerait que les conseillers en banque ou les assureurs, ceux-là sont moins indépendants que ceux qui sont à leur compte, je dirais, hein, c'est qui sont vraiment, qui ont leur propre cabinet. Et du coup, le non indépendant, il est un petit peu pas adapté, il me semble. Quand tu parles de notion de non indépendant, c'est par rapport vraiment aux produits qu'on va proposer. On n'est plus dans le cadre des honoraires. Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est vrai que quand on dit non indépendant, c'est vrai qu'il y a c'est souvent des groupes finalement qui ont des panels de produits où, si tu veux, les salariés ou les collaborateurs du groupe vont devoir proposer ces produits-là. Exclusivement, voilà, Voilà, ils ont tout pas le à choix. fait. Tout à fait. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, donc quand on sort complètement de cette notion d'honoraire et qu'on parle vraiment d'indépendance en termes de projet, de produits qu'on va proposer, effectivement, c'est au conseiller en gestion de patrimoine d'aller proposer, d'aller sourcer les meilleurs produits possibles, de faire la due diligence de tous les produits et de se dire, bon, bah, je sais que si je propose ça, je suis assez sereine parce que le passé a fait qu'il y avait des performances intéressantes et que je sais qu'aujourd'hui, je peux proposer ça de manière totalement indépendante puisque on n'a Tu as pas le choix. d'intérêt. Voilà, on n'a pas d'intérêt d'aller vers un partenaire plus qu'un autre, hein. En général, les partenaires rémunèrent les conseillers en gestion de patrimoine de la même manière, à la même hauteur. Donc, le choix se porte vraiment sur la viabilité du produit. Exactement. Si je compare avec bon, un conseiller en gestion de patrimoine qui est dans un gros organisme, voire une banque, hein, qui proposera uniquement les produits d'une banque, ou Oui, par exemple ton cabinet, qui lui a le choix de souscrire avec plein d'organismes tout et à qui fait. proposera à ses clients finalement celui qui est le plus adapté à son cas, euh, il me semble qu'il y a une grosse différence quand même en termes de conseils. Bien sûr. La finalité en termes de performance du produit, ça va être quelque chose de beaucoup plus adapté, beaucoup plus sur mesure et donc beaucoup plus performant. Exactement. On est vraiment sur du sur-mesure, comme tu viens de le dire. Voilà. Et c'est exactement ça que recherche le client. Voilà. Il a besoin vraiment de se sentir unique parce que il est unique, que sa situation est unique. Il n'y a personne d'autre qui a la même situation que lui. Et donc, forcément, la solution qu'on doit lui proposer doit être vraiment 100% adaptée à ce qu'il recherche. Ben, merci beaucoup Sigourney pour tout cet éclairage sur ce métier peu connu. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter, te poser des questions, t'envoyer des mots d'amour? Oh, alors, on peut nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. On peut également nous retrouver naturellement sur la plateforme Scrooge Finance, qui permet de répertorier les CGP hors normes en France. Non, qui permet surtout aux clients de trouver son bonheur en termes de conseils et surtout sur ce dont ils recherchent. Donc voilà, vous pouvez tout à fait nous retrouver sur Scrooge Finance et puis sinon on a un site internet sur lequel vous pouvez prendre directement un rendez-vous en ligne sur notre agenda et puis nos bureaux se trouvent à quelques kilomètres de Nantes, à Carquefou. Voilà, donc nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Alors le site internet c'est apollux-patrimoine.com et puis donc Sigourney Gendre, vous la retrouverez en tapant sur LinkedIn, vous tomberez sur son profil. Voilà, Voilà. Eh bien, c'est merci ça. beaucoup Sigourney pour cet éclairage et puis Merci à toi Olivier pour ce moment. eh bien au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir Olivier. Finance et patrimoine.
Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.